Il y a des vols qui traversent l'Atlantique sans histoire, et d'autres qui rappellent à quel point l'aviation moderne, malgré sa précision presque chirurgicale, reste vulnérable à l'imprévisible. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est l'histoire d'un vol long courrier ordinaire, devenu en quelques secondes une lutte contre l'inconnu. Et si vous aimez ce type d'enquêtes approfondies, pensez à vous abonner à Vols inexpliqués. Ça nous aide énormément à continuer à produire des analyses toujours plus poussées et captivantes. Tout commence par une matinée calme, sur un grand aéroport européen. L'appareil qui se prépare au départ n'est pas n'importe lequel. C'est un géant des airs, un avion conçu pour transporter des centaines de passagers à travers les continents, avec une fiabilité presque absolue. À son bord, plus de 500 personnes, équipage compris. Direction, la côte ouest des États-Unis. L'équipage est expérimenté. Le commandant de bord cumule des décennies de vol. À ses côtés, 2 copilotes, comme l'exige la réglementation pour ce type de mission. Rien d'inhabituel. La météo est stable. La route planifiée ne présente aucune difficulté majeure. Tout est parfaitement routinier. Après le décollage, l'avion grimpe progressivement jusqu'à son altitude de croisière. Le rythme s'installe. Les pilotes surveillent les paramètres, l'autopilote prend le relais, et la cabine entre dans cette atmosphère feutrée, propre aux longs vols transatlantiques. Les passagers regardent des films, lisent, dorment. L'équipage cabine commence son service. Pendant plusieurs heures, tout se déroule comme prévu. Puis, quelque part au-dessus de l'Atlantique Nord, alors que l'avion évolue à haute altitude, un événement brutal vient briser cette normalité. Un bruit, pas un simple claquement, une détonation, violente, sèche, instantanée. L'avion réagit immédiatement. Une secousse latérale, suivie d'une correction automatique. Dans le cockpit, les pilotes ressentent une vibration inhabituelle, presque physique, comme si quelque chose venait de frapper la structure elle-même. Pendant une fraction de seconde, personne ne comprend. C'est ce qu'on appelle l'effet de sidération. Même les pilotes les plus expérimentés peuvent être pris de court par un événement aussi soudain. Le cerveau cherche à interpréter, mais les informations sont encore incomplètes. Les alarmes commencent à apparaître. Un moteur est en difficulté. Puis, très vite, l'indication devient claire. Ce moteur n'est plus opérationnel. Le commandant reprend immédiatement le contrôle. Les automatismes reprennent le dessus. Identification, réduction de poussée, sécurisation du moteur concerné. Les procédures sont appliquées, méthodiquement. Mais quelque chose ne colle pas. Les vibrations sont trop importantes pour une simple panne moteur. Et surtout, les performances de l'avion ne correspondent pas à ce que les pilotes attendent. Normalement, un avion de cette catégorie peut continuer son vol avec un moteur en moins, sans difficulté majeure. Mais ici, l'avion semble lourd, comme freiné. Pendant ce temps, en cabine, l'équipage commence à recueillir des informations. Des passagers ont vu quelque chose à l'extérieur. Certains parlent de flammes, d'autres évoquent des morceaux arrachés. Une photo est transmise jusqu'au cockpit, et là, le doute disparaît. Le moteur n'est pas simplement en panne. Il est détruit. Une partie entière de sa structure a disparu. À cet instant précis, l'équipage comprend qu'il ne s'agit plus d'un incident classique, mais d'une situation exceptionnelle. Car un moteur endommagé, c'est une chose. Mais un moteur qui s'est littéralement disloqué en vol, c'est autre chose. Et surtout, une question devient centrale. Quels dégâts invisibles l'aile a-t-elle subi? À haute altitude, au-dessus d'une zone isolée, les options sont limitées. Les pilotes doivent prendre une décision rapidement. Continuer n'est pas envisageable. Il faut se dérouter. Mais où? Les terrains disponibles dans cette région du globe sont rares, souvent contraignants, parfois entourés de reliefs, avec des pistes courtes ou des conditions météo instables. Le commandant évalue chaque option. Distance, longueur de piste, conditions météorologiques, capacité de l'avion dans son état actuel.
Car un autre problème se profile. Les performances de l'appareil continuent de se dégrader, malgré la puissance des moteurs restants. L'avion a du mal à maintenir son altitude. Il doit descendre, par paliers successifs. Chaque tentative de stabilisation confirme la même chose. Quelque chose freine l'avion de manière anormale. Ce que les pilotes ignorent encore, c'est que le moteur endommagé n'est pas simplement éteint. Il agit comme une traînée massive. Des éléments internes se sont bloqués, transformant ce moteur en véritable obstacle aérodynamique. Résultat, une perte de performance bien supérieure à une panne classique. Les calculateurs de bord, conçus pour des scénarios standards, ne peuvent pas anticiper ce type de situation. L'équipage doit donc adapter sa stratégie en temps réel. Finalement, une décision est prise. Cap vers un aéroport disposant d'une piste suffisamment longue et d'un environnement plus favorable. Le vol va s'y dérouter. Mais même cette décision n'est pas sans risque. L'approche et l'atterrissage vont dépendre d'un élément critique. Les dispositifs hyper-sustentateurs, les volets et les becs de bord d'attaque. Or, une partie de l'aile a été touchée. Si ces systèmes ne fonctionnent pas correctement, la vitesse d'atterrissage sera beaucoup plus élevée et la distance nécessaire pour s'arrêter considérablement augmentée. Dans le cockpit, la tension est palpable. Chaque étape est anticipée, discutée, vérifiée. La descente commence. L'avion approche progressivement de son terrain de déroutement. Le moment décisif arrive. Configuration pour l'atterrissage. Les pilotes sélectionnent les volets. Quelques secondes d'attente. Puis, confirmation. Les systèmes répondent normalement. Un soulagement discret traverse l'équipage. Mais le danger n'est pas encore écarté. L'avion est lourd. Très lourd. Trop lourd pour un atterrissage idéal. Le carburant n'a pas pu être suffisamment consommé. Le commandant décide d'augmenter légèrement la vitesse d'approche pour conserver une marge de sécurité. Une décision prudente, mais qui implique une distance de freinage plus importante. À basse altitude, il reprend les commandes manuellement. Il veut sentir l'avion. Pas d'automatisme, juste le pilotage pur. L'avion se présente sur la piste. Alignement, descente stabilisée, touché. L'atterrissage est ferme, maîtrisé. Mais immédiatement, une nouvelle décision surprend l'équipage cabine. Le freinage n'est pas maximal. L'avion continue de rouler longtemps, très longtemps. À bord, certains commencent à craindre une sortie de piste. Mais en réalité, le commandant suit une logique précise. Il évite un freinage trop brutal qui pourrait endommager le train d'atterrissage ou provoquer l'éclatement des pneus. Finalement, l'avion s'arrête en toute sécurité. Silence, puis soulagement. Les passagers ne le savent pas encore, mais ils viennent de vivre un événement extrêmement rare. Car ce qui s'est produit en vol dépasse largement le cadre d'une panne classique. Dans les mois qui suivent, les enquêteurs vont se lancer dans une investigation complexe. Leur objectif, comprendre pourquoi un moteur moderne, réputé fiable, a pu subir une défaillance aussi catastrophique. Très vite, une hypothèse émerge. Un défaut interne, invisible. Une fissure qui se serait développée lentement au fil des vols. Mais pour le confirmer, il manque une pièce essentielle. Un fragment majeur du moteur, projeté lors de l'explosion. Ce fragment se trouve quelque part au Groenland, dans une zone isolée, recouverte de glace, difficile d'accès. Commence alors une véritable opération de recherche scientifique. Des équipes spécialisées, des radars, des capteurs. Tout est mobilisé pour localiser cet élément clé. Pendant des mois, rien. Puis, finalement, une anomalie est détectée sous la surface. Le fragment est retrouvé, enfoui sous plusieurs mètres de glace. Son analyse va révéler une réalité troublante. La rupture ne vient pas de l'extérieur, elle vient du cœur du matériau lui-même. Une zone microscopique anormale dans la structure du métal. Invisible lors des contrôles classiques, une faiblesse latente qui s'est lentement transformée en fissure. Pendant des centaines de vols, cette fissure s'est propagée silencieusement, jusqu'au point de rupture. Ce phénomène, encore mal compris à l'époque,
va remettre en question certaines certitudes de l'industrie aéronautique, car les tests en laboratoire ne reproduisent pas toujours parfaitement les conditions réelles. Et certaines anomalies ne peuvent apparaître que dans des pièces de grande taille, soumises à des contraintes spécifiques sur le long terme. Les conséquences de cette découverte sont majeures. Les procédures de maintenance sont revues, les méthodes de fabrication réévaluées, et de nouvelles inspections sont imposées. Ce vol, qui aurait pu se terminer bien différemment, devient alors une leçon pour toute l'industrie, une démonstration que, même dans un environnement ultra contrôlé, l'inattendu peut surgir, mais aussi une preuve de l'importance du facteur humain. Car sans la gestion rigoureuse de l'équipage, sans leur capacité à analyser, décider et s'adapter, l'histoire aurait pu prendre une autre tournure. Ce jour-là, au-dessus de l'Atlantique, tout s'est joué en quelques secondes. Et pourtant, derrière cet instant, il y avait des années d'expérience, des procédures et une maîtrise exceptionnelle. C'est aussi ça, l'aviation. Un équilibre fragile entre technologie et humain. Et parfois, un rappel brutal que même les machines les plus avancées ne sont jamais totalement à l'abri de l'inconnu.